Merci Olivier pour cette invitation. Je suis très heureux de venir à l'AIR comme intervenant. Je viens comme élève aussi en cours du soir, mais ça me fait très plaisir. Et surtout dans ce module didactique visuel, on a un partenariat là donc qu'on vient d'évoquer en fait sur la prochaine expo qu'on ouvre vendredi 13 au matin. Et je suis très heureux de ce partenariat aussi. Vous verrez ce qui a été réalisé par une élève qui vient de sortir de la formation dans l'entrée de l'exposition pour contextualiser, pour revisiter la question du diorama pour présenter un gros tigre. Et c'est vraiment intéressant. Alors, c'était pas l'objet de l'invitation. Vous m'avez invité pour parler du musée rénové et de l'approche muséographique qui a été développée dans l'espace consacré au Rhin supérieur. Euh, on pourra avoir un temps d'échange après, peut-être, ou autrement, je l'aurais proposé pendant. Mais en tout cas, voilà, le musée était un lieu qui a été entièrement repensé, qui a une refonte complète, hein. On a fermé pendant 6 ans et on est réouvert depuis le 19 septembre 2025 et on est très heureux d'accueillir un public nombreux. On a pas mal de partenariats aussi avec l'AIE, il y a des ateliers qui se passent aussi de dessin, de gravure à l'intérieur de murs. On en est très heureux. Et là, je vais vous présenter plus particulièrement cet espace. Je ne vais pas vous parler de l'ensemble du parcours, je vais juste vous l'évoquer pour vous poser ça dans le contexte général de la rénovation du musée zoologique. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est un projet qui était coporté par la ville et l'université, le Jardin des Sciences, et c'était vraiment important pour nous de travailler sur un continuum entre collection patrimoniale, production de connaissances et public au pluriel. Et c'est un peu dans cet esprit aussi que s'inscrit l'espace consacré au Rhin supérieur. Je vous ai juste mis une seule image, je ne vous refais pas l'histoire, je vous ai juste copié cette image pour vous indiquer que c'est un musée qui est assez ancien, qui date donc de la fin du 19e siècle. Ce qui se passe, c'est qu'une collection dans un cabinet naturaliste à la fin du XVIIIe siècle à Strasbourg, qui est importante, hein, qui a été constituée par quelqu'un qui s'appelle Jean Hermann. Cette collection, comme dans beaucoup de villes, elle est récupérée après, à son décès, après la Révolution, par la ville de Strasbourg. Ça donne naissance à un muséum qui va être dans un bâtiment derrière la cathédrale et juste à côté, là, dans le bâtiment de l'Académie, pendant la majorité du XIXe siècle. Et au moment de la création de l'université, cette collection est divisée en 3, avec les sciences de la Terre d'un côté, la minéralogie, la paléontologie, la botanique d'un autre, et la zoologie dans un institut de zoologie. C'est ce bâtiment que vous voyez sur cette image au moment de sa construction, 1893. Vous connaissez le bâtiment, je pense. Ce qui est important, c'est que c'est le premier bâtiment à Strasbourg qui avait une fonction muséographique, hein, pour l'enseignement, la conservation et l'accueil des publics. Et ça, c'est quelque chose de très important. Le deuxième, qui va être construit spécialement pour ces fonctions-là de conservation, de mise en exposition, d'accueil des publics, ben, c'est le MAMS, hein, donc c'est très très récent. On va péter ses 30 ans très bientôt. Donc, et ça fonctionnait bien. Ce sont des réserves visitables, hein. Il n'y avait pas de sélection entre ce qui était dans les bâtiments et ce que les visiteurs voyaient. Donc, on assistait à un déploiement de la connaissance sur 3 étages. C'est ça qui est important à la fin du 19e siècle. Et qu'est-ce qu'on déployait essentiellement du temps de la direction d'un professeur qui s'appelait Ludwig de der Rey? C'était le déploiement de la systématique, en fait. On exposait ce qu'il y avait de plus récent en matière de systématique. On n'exposait pas encore les théories darwiniennes, hein, c'est 1898 à la Galerie de Paléontologie au Muséum national. Ça va venir un peu au cours du XXe siècle. La première partie du XXe siècle, elle est marquée par la création de dioramas. Vous voyez ce que c'est, les dioramas, vous connaissez ça? C'est des modes d'exposition très intéressants, hein, qui mettent en relation les spécimens avec un décor pour parler de rapport en fait environnement-spécimen et interrelation entre ces différents spécimens. Ce qui manque souvent dans ces présentations, c'est la présence de l'homme, de l'être humain et de son relation avec ces différentes espèces et le milieu. Puis voilà, donc le musée va évoluer au cours du XXe siècle et puis on va entrer dans un grand projet de rénovation il y a une vingtaine d'années avec de l'argent du projet Campus qui va permettre d'initier ça. Et l'idée, ça a été de refondre complètement le parcours et le projet scientifique et culturel du musée zoologique, avec donc une trame narrative, contrairement au musée, peut-être que vous l'avez connu avant qu'il ferme, et là, donc avec une trame narrative, un propos développé, avec une entrée, avec un hall et l'ensemble des collections, qui va vous sensibiliser à la richesse et la diversité des collections, au milieu,
Et ensuite, on déroule un propos avec un espace permanent consacré à l'histoire des collections et à l'histoire de la systématique, et avec 3 expositions semi-permanentes qui vont aborder d'abord le Rhin supérieur, c'est ce que je vais vous présenter, ensuite les océans, et ensuite la nature au laboratoire. Je dis écosystème particulier, c'est vrai que c'est un abus de langage. Et tout ça avec une sélection très forte d'objets, évidemment, pour créer ce propos, pour nourrir ce propos. Une scénographie complètement repensée, avec des clins d'œil, enfin des marqueurs forts du musée du 19e siècle dans le parcours, parce qu'en fait, le projet architectural, il a surtout creusé ce grand hall de la biodiversité, mais après, les volumes sont exactement les mêmes. Et puis, avec quelque chose au centre du propos aussi, c'est de mettre la place de l'être humain et son rôle dans l'évolution de l'environnement dans le propos. Et aussi, on a apporté une dimension culturelle qui était très très forte. Vous avez ces grandes peintures qui sont dans l'entrée, qui ont été, les modèles ont été créés par un professeur de l'AIR, qui était devenu le directeur de l'AIR, et réalisés par un autre professeur de l'AIR. Aujourd'hui, on a quand même une dimension culturelle qui est beaucoup plus forte à l'intérieur du parcours. Et c'est quelque chose qui était vraiment important. Voilà, tout ce que je viens de vous dire. Je vous ai mis 2-3 images. On s'inscrit à la fois dans un réseau de musées au niveau de la ville de Strasbourg et au cœur d'un quartier culturel du Jardin des Sciences. On est dans ce double réseau, cette double tutelle. On a un projet scientifique et culturel qui a été complètement refait, avec l'idée de créer un lieu de médiation ouvert aux grands enjeux de société environnementaux, en particulier en explorant l'évolution de la place des êtres humains dans le monde animal à partir des collections patrimoniales. On l'écrirait plus comme ça aujourd'hui, ça c'était 2018. Mais c'est intéressant aussi parce que c'est quand même ce qui a guidé le projet. C'est une nouvelle expérience de visite. Il y a plusieurs, mais je vais garder que celui-ci. Il y a la notion d'émerveillement, vous allez voir, sur l'espace du Rhin. Et il y a la notion de participation et d'engagement, qui est très importante aussi, et que vous allez voir également, qui va se décliner dans l'espace consacré au Rhin supérieur. Voilà. Juste quelques grandes dates. On a fermé en 2019, on a donc réouvert en 2025, juste 6 ans. La phase active des travaux, elle a duré à partir de la fin de l'année 2021. On a dû quand même vider complètement le musée, à part quelques spécimens qu'on ne pouvait pas déplacer, le morcel éléphant de mer notamment. Mais autrement, on a complètement vidé le musée. On a pu faire notre chantier des collections. On a 1800 spécimens dans le nouveau parcours au port du Rhin. Et ensuite, il y a eu des travaux très lourds, avec notamment ce creusement. Et ensuite, pour nous, on a réinvesti nos bureaux et ensuite les espaces d'exposition. Et après, tous les corps de métier sont venus travailler dedans pour proposer le parcours que vous pouvez voir aujourd'hui. Je vais très vite là-dessus. C'est des grandes orientations. Le cabinet qui nous a accompagnés en matière d'architecture, c'est Flix Architecture, c'est Guillaume Aubry. Vous le voyez en bas à droite, c'est lui qui tient c'était sa carte de vœux. Je crois qu'il a fait une conférence ici aussi, il est artiste, également performeur. Et à gauche, c'est donc le projet réalisé par l'atelier de scénographie qui est Dox Scéno, qui est un atelier qui est à Paris. Voilà. Je vous mets quelques images du projet avant. Voilà, une muséographie moderne qui préserve l'état des lieux. Vous voyez que ça, c'était le projet initial. Ça a bougé. Il n'y a plus les assises à gauche. La lumière rentre plus aussi fortement, évidemment, puisqu'on a des contraintes de conservation très fortes pour pas altérer les couleurs des spécimens. En tout cas, vous reconnaissez la galerie des oiseaux. Voilà, ce que je vous ai évoqué. On a un espace permanent, donc c'est celui qui va être en bleu, vous le voyez, et des espaces semi-permanents. Donc en bleu, on a le parcours tel que vous l'avez peut-être fait qui se déroule en faisant le tour. Là, donc la première partie consacrée à l'histoire des collections, à la systématique et à l'intérêt des collections aujourd'hui. Je ne vous le détaille pas. Sur la façade au sud, on a les espaces qu'on appelle espaces totem. On a une espèce qui est abordée d'un point de vue scientifique, culturel, menace et préservation. Et l'espace dont je vais vous parler, c'est celui qui est à gauche, à l'ouest, qui est l'espace consacré au Rhin supérieur. Ensuite, vous avez le niveau 1 qui est à droite sur l'image, avec les océans à gauche et le laboratoire à droite. Voilà. Voici les projets, en fait, avec cette grande table au milieu qui est une maquette, et à droite, un diorama qu'on n'appelle pas cyclorama, puisque c'est des images qui vont bouger, en fait. C'est ça qui était intéressant. Ça, ce sont les projets. Je vous ai juste mis quelques images des projets
tel qu'on a eu avec l'idée des saisons. Je suis passé un peu trop vite. Alors, voilà. Voilà. Une image pour vous dire qu'on était en chantier. Une image pour vous dire qu'on a réouvert. Voilà. Juste quelques vues générales du musée, mais ça, vous connaissez sans doute, c'est le fameux hall de la biodiversité. La partie qui est consacrée à l'histoire des collections avec le cabinet Hermann revisité, avec un mur, avec des objets originaux, beaucoup plus nombreux, ou des collections fin 18e sur lesquelles on a intervenu de manière minimaliste. On a essentiellement fait un nettoyage parce que à travers leur manière d'être naturalisée, l'histoire des collections appartient à l'histoire des sciences aussi, donc c'était important pour nous de garder l'intégralité. Ce sont des objets patrimoniaux qui ont aussi une importance scientifique. Vous voyez le spécimen à gauche, par exemple, c'est un type, c'est-à-dire que c'est à partir de ce squelette qu'on a décrit l'espèce. Et il y a un petit point rouge, une petite étiquette rouge, vous le verrez quand vous visiterez l'espace rénové. À droite, tout à droite, vous avez le grand pingouin qui a été offert par le naturaliste Pallas à Jean Hermann. C'est pareil, c'est une espèce disparue, elle a une importance scientifique et historique. Je vais m'arrêter là, la galerie des oiseaux. Voilà. Et l'espace consacré au rein supérieur. Je vous mets une image du moment où on a installé les spécimens. On a eu beaucoup de travail après pour tout reprendre ça parce que là, vous voyez en fait que on a des projecteurs qui vont envoyer l'image dessus. Mais alors, pour arriver à pas faire d'ombre et puis à rester juste au niveau des différents milieux qui sont présentés au sol, c'était très très compliqué puisque autrement il y a des ombres portées derrière des oiseaux. Donc on a dû tout redéplacer. Là, c'était une image juste. Pendant le montage, je vous mets juste une image de l'inauguration. On a eu le collectif BIM qui a réalisé des performances pendant tout le week-end. Et donc, juste une image à l'intérieur de l'espace consacré au rein supérieur devant le cyclorama, pendant le week-end d'inauguration. Alors, l'espace consacré au rein supérieur, on a dit que c'est un espace semi-permanent. Ils sont amenés à tourner tous les 4 ans. Donc, celui-là, en fait, c'est le plus populaire, on se rend compte depuis l'ouverture du musée zoologique. Vous l'avez peut-être vu, je ne sais pas. Et en tout cas, ça va être compliqué de le faire partir dans 4 ans. Donc, je pense qu'il va faire 12 ans, lui, comment on va faire une rotation. Et c'est tant mieux parce que vraiment, on est très content de la muséographie et de la proposition qui a été faite. Donc, vous allez voir, ce sont 2 espaces. Le premier, il est plutôt lié à la découverte d'un milieu, à l'émerveillement, avec donc une muséographie qui est adaptée à ce type de propos. Et le deuxième, ça va être plutôt lié aux aménagements et à la restauration de cet écosystème spécifique qui a aussi une frontière, qui a un rôle culturel également vraiment important. Je ne veux pas vous l'apprendre. Et voilà comment ça s'organise en fait en 2 parties. Une première partie avec ce grand cyclorama, la découverte, un moment de contemplation peut-être aussi. On a racheté plein d'assises. On va remettre beaucoup d'assises parce que les personnes restent longtemps à regarder ce cyclorama et les spécimens. Et une deuxième partie peut-être avec un contenu plus dense, en fait, sur comment l'espèce humaine a interagi à l'intérieur de cet écosystème et comment il continue à interagir et comment aujourd'hui, nous, visiteurs, on peut peut-être aussi s'engager à l'intérieur de cet écosystème. Voilà, donc on a une partie introductive, on voulait au départ quelque chose de très scientifique, mais en fait, c'était trop. Donc une grande photo de Jacqueline Rowe, dont le fond est conservé au MAMS, était très bien pour l'introduction et ça donnait un peu de poésie de respiration après une partie très dense avant consacrée à la systématique. C'était bien d'avoir cette entrée comme ça avec cette photo un peu plus poétique avec ce petit pêcheur au bord du Rhin. Voilà, donc l'espace peut-être tel que vous le connaissez, ce sont des photos que j'ai faites ce matin. Donc un grand, alors c'est pas un diorama, on dit cyclorama en fait, et une table au milieu. Alors pourquoi la table qui est une maquette et pourquoi le cyclorama? On présente les spécimens qui sont assez volumineux sur la partie droite. Et au milieu, on va présenter tout ce qui est beaucoup plus petit, qu'on n'aurait pas pu mettre à côté des spécimens de taille importante. Donc l'idée, c'est de passer de l'un à l'autre. Vous allez avoir les mêmes milieux sur la table avec des explications et sur le cyclorama. Alors, on a travaillé avec Motion Agency sur ce projet qui ensuite a demandé à une illustratrice de travailler qui s'appelle Valérie Eterlin. Et donc, la commande, c'était d'arriver à représenter
le Rhin supérieur avec différents milieux plus spécifiques, sachant que tout au fond de la pièce, là, on va être plus vers la forêt et vers nous, on va être plus vers l'eau. On va passer de cette zone plus éloignée, oui, jusqu'à l'eau, jusqu'à la nappe phréatique. Ça va fonctionner de cette manière-là. Il y a les prairies humides, prairies sèches, forêts aboitantes, forêts à bois secs. Je les ai pas toutes en tête. Mais en tout cas, vous passez d'un milieu à l'autre de cette manière-là. Et le décor, alors initialement, on avait 2 saisons qui étaient prévues et c'est ce qui va arriver, mais pas encore tout de suite, il faut qu'on le finalise. C'est quelque chose qui est dynamique. Donc en fait, ça dure 12 minutes le cycle, et l'idée donc c'est d'avoir un cycle complet jour-nuit et ensuite, un passage d'un milieu à l'autre pour faire des focus, en fait. Alors, en termes de réalisation, c'était assez complexe, hein, fallait arriver à coordonner tout ça, et les superpositions ne se voient pas, que les milieux puissent s'enchaîner, que ça soit juste scientifiquement. On avait un commissariat scientifique fort aussi sur cette partie, de chercheurs de l'université, notamment Serge Dumont et Laurent Schmitt. Et je pense que l'ensemble fonctionne assez bien. Euh, alors, il y a différentes choses qui vont être évoquées dans cette pièce. Sur la partie droite, on va donc être histoire naturelle, et sur la partie gauche, on va être culture. À droite, en entrant, on va être sur la nappe phréatique, et tout au fond, on va être sur les sons, avec un jeu en fait où vous entendez des sons et vous devez les retrouver, l'animal correspondant aux différents sons. Voilà. Ensuite, il y a des focus qui seront faits sur cette partie, donc sur le fonctionnement de la nappe phréatique, sur l'histoire du milieu. C'est la partie qui est à gauche en entrant juste avant le Rhin culturel. D'ailleurs, cet écran, personne ne s'arrête devant, c'est parce que en fait, tout le monde est attiré sur la partie droite tout de suite et on a bien du mal à faire s'arrêter les personnes sur la gauche. Pourtant, le film est très très bien. Et puis sur le fond de la pièce à gauche, on a la thématique d'une relation ambivalente avec le Rhin qui est traitée. Voilà. J'espère que je ne dis rien. Voilà, oui, la grande, c'est exactement ce que je vous ai dit. Voilà. Alors, je vous montre des photos faites par un professionnel de cet espace. Donc, elles sont un peu mieux que les miennes, comme vous pouvez voir. Là, vous avez donc la partie sur la forêt alluviale à bois dur. Là, vous avez une autre vue de ce cyclorama. Voilà. Et le principe que je viens de vous exposer, vous voyez que vous restez assis, puis au fur et à mesure, vous voyez le fond qui va changer. Il va passer d'une zone complètement colorée avec des fonds aquarellés à une zone qui sera plus colorée. Voilà. La partie gauche donc, que je vous évoquais, c'est le Rhin culturel, avec Loreley, avec des images de Mingurer, avec l'évocation du Rhin littéraire aussi. Bon, voilà. En fait, on a un fond qui est très riche au cabinet des estampes à la ville de Strasbourg. Donc, ce sont que des images qui sont issues du cabinet des estampes, avec le parcours enfant à droite. Là, vous voyez le petit oiseau qui permet aussi aux jeunes visiteurs d'avoir leur parcours. Et à gauche, 2 personnes qui se sont arrêtées devant cette histoire géologique et du Rhin. Et c'est quelque chose de très bien. Un peu de détails sur la table. Sur la table, alors on a plusieurs choses. On a des choses qui sont très petites, donc comme ici qu'on peut voir au fond de l'eau à travers l'aquascope. On a beaucoup de choses qui sont à toucher, comme cette écorce, comme cette empreinte. On a beaucoup de choses qui ont disparu, qu'on va revisser, mais il n'y a plus de petits escargots, il n'y a plus les crottes, il n'y a plus les petites grenouilles, mais bon, on va les remettre. On a un gros crayon aussi qui a été taillé par un castor et qui a été enlevé, mais on a pu le remettre. Et puis à l'intérieur de l'ensemble des vitrines que vous avez sur la table, c'est une correspondance exacte entre les vitrines et ce que vous avez dans le cyclorama. On a des espèces qui sont beaucoup plus petites par famille que vous ne pourriez pas observer si elles étaient mises l'une à côté de l'autre. Voilà, pareil, on a fait une sélection par milieu et ça permet de les voir de manière beaucoup plus détaillée. Voilà. On est dans l'idée de la compréhension et de l'émerveillement, clairement, sur cette première partie. L'humain est présent, mais vraiment à partir du mur de gauche avec le Rhin culturel. Voilà le fameux courlis qui est le représentant des prairies humides, que je vous montre aussi, qu'on a carrément sorti, puisqu'il a un texte et une imagerie dédiée du cyclorama, voilà, pour qu'il soit sur la table.
une évocation de notre relation ambivalente avec le Rhin. C'est à la fois une grande source de richesse, ce qui est illustré par la gravure au-dessus à droite avec une forte abondance de poissons. Et puis à la fois une source de danger aussi, puisque les personnes, les populations qui habitent autour du Rhin subissent des inondations qui peuvent être importantes. Les inondations, les zones d'étiage aussi peuvent permettre de cultiver des pommes de terre. Donc là, c'est la seule image qui vient pas des fonds des musées de Strasbourg. C'est un grand tableau que j'avais vu au musée de Nantes, de Brion, de 1850, qui montre des ramasseurs de patates dans le lit du Rhin. Ce que j'ai oublié dans la partie culturelle aussi, je voulais pas détailler, on a le Rhin frontière aussi qu'on a abordé dans cette partie-là. Juste à côté, en bas à gauche, je vous l'ai pas mis sur l'image, on a aussi l'or du Rhin. C'est vrai il y avait des orpailleurs dans le Rhin et il y a des pièces d'or du Rhin que vous pouvez trouver. Le mur des sons, donc voilà, vous ouvrez, vous entendez un son et vous allez ensuite retrouver l'espèce correspondante. On donne envie d'observer, on est dans une partie sensible en fait, on peut toucher, on peut observer, ça invite au silence, à la lenteur, cette pièce. On l'a vraiment souhaité, on a rajouté 3 minutes sur le cycle complet par rapport à celui qui était prévu initialement. Je me demande si c'est encore assez parce que l'idée c'est vraiment que les personnes passent du temps et contemplent cet environnement pour mieux le comprendre, mieux l'appréhender. Alors, le propos des scénographes, ensuite, ça a été de changer complètement de type de présentation, comme vous voyez. On est dans un Rhin, c'est ça le propos, qui est beaucoup plus canalisé et aménagé. C'était ça l'idée, hein. Euh, donc là, vous allez serpenter, avancer dans cette partie qui est beaucoup plus rigide, évidemment, et on va aborder l'histoire de l'aménagement du Rhin, sa rectification d'abord, sa canalisation ensuite. Dans une deuxième partie, on va aborder les conséquences de ces grandes modifications en fait, hein, sur l'écosystème. On va évoquer aussi le transport effectué sur le Rhin, toutes les implantations industrielles qui se sont faites le long du Rhin. La partie centrale, on va aborder l'émergence des mouvements écologistes, hein, parce qu'à la fin des années 70, c'est là que naît l'écologie politique avec les luttes à Markolsheim ou Fessenheim. Et ensuite, on va aborder la partie restauration de ces milieux à travers 3 exemples pris vraiment dans le secteur de Strasbourg. Voilà. Je regarde si je viens d'oublier. Me saoule pas. Oui, voilà, les aménagements, ce sont les aménagements du Tula au début du 19e siècle. Il va rectifier le Rhin. Puis jusqu'en 1977, on va canaliser le Rhin. Il y aura de nombreux aménagements aussi à des fins énergétiques le long du Rhin, hein. On pense aussi à toutes les centrales, évidemment. Mais bon, ça va entraîner une quasi-mort fonctionnelle du Rhin, évite toute cette pollution. Il y a une partie aussi, on évoque tous les loisirs au bord du Rhin qui existaient avant avec... bah oui, c'est un lieu de sociabilité, en fait, dans lequel on se baigne, on va dans des guinguettes, et tout ça avait disparu avec les aménagements, évidemment. Je vous montre la suite. Je vous montre pas tout le détail du parc parce que vraiment il y a plein de choses. Donc j'ai vraiment fait des sélections. Vous avez des maquettes tactiles parce que vous avez vu, tout le propos est en 3 langues. On a aussi le maximum de parties qui sont tactiles. On a beaucoup d'audio aussi dans cette partie avec des témoignages. Vous voyez les différents types de morphologie du Rhin avant et après son aménagement à travers ces maquettes tactiles, voilà, avec 3 grandes périodes. Voici l'iconographie dans l'exposition à des aménagements forts sur le Rhin. Cette maquette de péniche, évidemment, qui marque euh, la richesse, enfin l'importance commerciale pour la circulation sur le Rhin, et c'est toujours le cas. Voici des maquettes qui vont vous expliquer quelles sont les conséquences en fait de la rectification et de la canalisation du Rhin. Vous voyez que c'est une source d'abondance aussi avec ce grand esturgeon qui date du début du 19e siècle. On n'a plus d'esturgeon de cette forme-là, évidemment. Toujours, on a essayé de mettre de l'iconographie d'artistes importants. Donc là, vous avez une illustration de la biodiversité à travers des dessins de D2, vous le savez sans doute. J'ai oublié, c'est pas. Vous avez ici, pareil,
les conséquences de l'aménagement du Rhin. Vous voyez le avant-après à travers l'exemple de cette grande toile qui est au musée, au Kunstmuseum de Birman, qui est à Bâle. Voilà, donc ils sont allés refaire exactement la même photo. Voici l'évocation à travers 2 films. Donc un sur tous les naturalistes qui travaillent dans les années 70 sur le Rhin, qui réalisent des films qui ont été numérisés par MIRA, et c'est à eux qu'on s'est adressé pour les mettre dans le parcours. Donc il y a tous ces films naturalistes qui sont de très bonne qualité. C'est des gens qui étaient vraiment des scientifiques de terrain très très forts. Donc c'est vraiment des films vraiment intéressants. Et à droite, un film de Solange Fernex sur les luttes à Markolsheim, qui est une grande figure de l'émergence des mouvements politiques écologistes à la fin des années 70, dans les années 80, 90 aussi d'ailleurs. Mais ce film vraiment est de la fin des années 70. Voilà, donc vous avez ce propos-là également. Et après, on va passer sur la partie restauration à travers l'exemple du Hochschulen, de la Rhino également. Dans l'angle, vous avez une partie sur les recherches scientifiques qui sont effectuées actuellement sur cet environnement bien particulier. Vous avez ici l'exemple de galets pucés. Je ne connaissais pas ça. On met des puces dans les galets et on mesure ainsi leur vitesse de déplacement. En fait, ça permet de mesurer la vitesse d'écoulement de l'eau et la puissance en fait de oui, les volumes, la vitesse et le volume d'eau qui est déplacé. Ils peuvent mesurer ça à travers l'observation des déplacements. Ils ont des courbes des galets du Rhin. Voici ici tout à la fin. Alors dans le parcours, vous avez l'espace permanent et les 3 espaces semi-permanents. À la fin, en chaque fois un petit espace dans lequel vous pouvez vous asseoir. Et l'idée, c'est de faire intervenir des scientifiques qui interagissent avec vous. Donc là, on a mis un film actuellement. Et sur le long terme, puisqu'on est toujours sur la notion, l'idée d'engagement, ici, on voudrait mettre, il est prêt le jeu, faut qu'on le branche, un jeu. Qu'est-ce qui se passe? Un jeu où, après une catastrophe fictive, bon, qui peut ressembler à la catastrophe de Sandoz, on va restaurer un milieu. Et l'idée de ce jeu interactif, il y aurait 3 possibilités. C'est se mettre dans la peau d'un décideur politique, dans la peau d'un scientifique et dans la peau d'un citoyen. Et d'arriver à interagir et voir quelles sont les possibilités, les décisions qui sont possibles. On avait l'exemple des passes à poissons, on a eu l'exemple du saumon, donc c'est des points qui seront abordés également dans ce jeu qui est prêt, mais qu'il faut qu'on branche. Donc pour l'instant, on a mis le film des naturalistes des années 70 qui est très très bien également, et ça fonctionne bien également. Voilà, mais c'est quelque chose qui est important aussi. Tout le long du parcours, il est ponctué par des espaces d'oralité. Et là, vous avez l'espace d'oralité consacré donc au Rhin supérieur. Voilà. Je vous ai mis quelques espèces comme le balbuzard ou la loutre qui nous permettent d'amener un propos sur leur disparition, leur réintroduction, les tentatives qui ont pu être faites. Et c'est quelque chose qui était vraiment important aussi. Je voulais terminer par ce castor, puisque ce spécimen, on l'a mis 2 jours avant l'ouverture du musée. C'est un don de l'OFB. En fait, c'est un castor qui a été tapé par une voiture à l'ouest de Strasbourg, dans un petit... alors c'est un affluent du Rhin, c'est la Zorgue, je crois. Et ce castor, c'était important pour nous de le mettre pour conclure le propos. Déjà, c'était les derniers spécimens qui étaient rentrés dans les collections du musée, qu'on avait pu faire naturaliser. Il arrivait juste avant, vous voyez, il a un petit piège à insectes derrière parce qu'on n'a pas eu le temps de faire la quarantaine complète comme on fait d'habitude. Mais bon, il y a pas, le piège n'a rien relevé pour l'instant, il est en pleine forme. Et on a eu comme une journaliste qui s'appelle Charlotte Fauve, je ne sais pas si vous la connaissez, à la Télérama et au Monde, et qui écrit beaucoup sur le rôle des musées, l'écologie, et elle qui s'est arrêtée dessus et qu'on a parlé dans le propos de son article qu'elle a sorti là à la fin de l'année dernière. Elle évoque l'évolution, la révolution des muséums en France actuellement, on s'inscrit dans une vague de rénovation en fait, de 5 muséums environ en France qui a commencé avec le Muséum de Bordeaux,
qui s'enchaînait avec le muséum de Orléans. Aujourd'hui, il y a nous. Derrière, il y a eu Le Havre, tout début décembre. Et là, il va y avoir Nantes, Lille, Rouen. Il y a l'espace qui a été créé à Metz aussi, qui est sur la biodiversité, qui est très intéressant. Et en fait, elle parle de l'évolution des muséums et de leur nouveau rôle, en fait, social. Et en fait, que les muséums, on délivre tous ce propos sur la place de l'être humain dans son environnement et son rôle sur l'évolution de cet environnement. Et la question du rôle, après, on va tous plus ou moins loin sur la question de l'engagement ou de donner des clés pour comprendre et s'engager. Elle illustre ça à travers plusieurs exemples. Donc là, elle parle du Muséum du Havre, elle parle de nous, et elle parle du musée de Requien de Avignon avec un lien ce qui est très intéressant aussi. Et pour elle, dans son article, elle s'arrêtait sur ce castor qui, pour lui, alors c'est intéressant parce qu'elle parle de la politique d'acquisition de collections dans un musée. Dans le terme acquisition, c'est don hein, aussi. On n'achète pas les. Enfin, on n'a pas eu l'occasion, mais acquisition, c'est un terme juridique qui est employé comme on est des musées de France. Acquisition, c'est don. Et elle s'arrête sur le don de ce castor et vraiment en insistant sur le fait qu'aujourd'hui, nous, si on accepte des dons, ça va être des dons d'espèces locales et d'espèces qui vont nous permettre de documenter l'érosion de la biodiversité ou au contraire sa restauration. Donc c'est pour ça qu'on a rentré une grosse collection d'entomologie il y a 2 ans. Elle la mentionne, la collection Kangloff, et elle mentionne l'intégration dans notre collection de ce castor et sa mise en exposition qui permet quand même de finir sur une note plus positive parce qu'en fait le castor est revenu en fait et c'était plutôt un signe de bonne santé de l'écosystème global et c'est un bon indicateur de santé de l'écosystème globalement. Donc, elle l'a très bien exprimé. Je trouve son papier donne vraiment l'essentiel de notre travail. Elle exprime bien le fait qu'on préfère les animaux vivants que morts, même si on présente des animaux morts qui ont une histoire qui est beaucoup plus longue. Mais c'était quelque chose de tout à fait intéressant. Voilà ce que je voulais vous présenter sur la partie rein. Et après, on peut échanger de manière plus détaillée si vous le souhaitez. Ouais. Je finis par cette image. Merci. J'avais une question toujours le cyclorama. Ouais, oui. J'ai mal compris où vous disiez qu'il allait avoir un prolongement par rapport aux saisons, c'est ça? Alors, en effet, on va mettre l'hiver, oui, tout à fait. Il y aura là, on n'a que le printemps. Ouais. Et on aura une deuxième proposition qui sera l'hiver. Mais ce sera en fonction de la saison à laquelle c'est présenté? C'est notre projet, exactement. Oui, on essaie de l'ouvrir l'année prochaine avec le début de l'hiver. Oui, on y travaille actuellement, oui. On aura 5 espèces emblématiques qui seront mobiles, puisque vraiment, on fait une sélection très, très rigoureuse des espèces qui vont être mobiles à l'intérieur du cyclorama. Et voilà, on travaille dessus actuellement. Parce que vous n'avez pas beaucoup parlé de l'implantation des animaux taxidermisés. Eux, vous allez en enlever. Non, non, c'est ça qui est très compliqué en fait, oui, parce que c'est sûr que c'est pas les mêmes l'hiver et l'été, exactement. Non, bah, ils sont un peu dans l'ombre, mais ceux qu'on va mettre en avant, en tout cas, ça sera ceux qui seront. Mais ils avaient été sélectionnés au départ quand même, hein, pour mettre des espèces qui soient un peu plus larges, pas mettre que des espèces saisonnières dans le cyclorama. Mais tout à fait, oui, c'est vrai que c'est une vraie Donc, question. eux, ils ne bougent pas. Non, papa. Oui, non, bien sûr. Non, enfin, si, vous pourriez en enlever. Oui, c'est vrai qu'on peut en élever, mais c'est vrai. Oui, il faut qu'on envisage des rotations, oui. Oui, tout à fait. Mais là, on est sur des socles qui sont vraiment à détail. Ils ont été faits sur mesure pour l'instant. Dans un premier temps, ce sera complexe. Ouais. Mais ça sera exactement le même paysage, hein, par contre. D'accord. Ce qui est compliqué, c'est d'arriver enfin, faire l'hiver parce que, en fait, le crayonné, il ferait presque l'hiver. En fait, c'est ça. Mais Et il n'y a pas les feuillages. bah oui, c'est ça. Et on a vu que les scientifiques, on garde quelques espèces. Il y a les ombres portées. Il faut voir le moment de la journée qu'on va représenter parce qu'il a orienté le cyclorama aussi pour le lever et le coucher du soleil. Voilà, donc c'est toute la réflexion et le travail actuel, ouais, avec Motion Agency. Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport au montage sonore qui est fait justement pour le diorama, enfin le cyclorama. Le ramin. Voilà, je me demandais comment ça avait été fait, qui l'avait fait, etc. Alors, on a donné des boucles à Motion Agency. Nous, c'est des sons qu'on a récupérés auprès de scientifiques ou dans une sonothèque. Alors, la plus importante, c'est celle du Muséum national. Et puis, bah, c'est ainsi qu'on a fait en fonction des espèces qui sont présentes, en fait, hein, c'était tout. Et le mur des sons, c'est vrai qu'on avait une liste d'espèces qu'on voulait représenter et on a dû en enlever et en mettre d'autres parce que c'était en fonction des disponibilités des sons pour créer. Oui,
pour ce jeu et puis cette idée d'immersion complète aussi. Ouais, c'était ça qui était tout à fait important. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait plus travailler, ça. Après, on a beaucoup de sons dans la deuxième partie, avec ces douches-là que vous prenez, que vous mettez dans l'oreille. Et avec des douches sonores aussi, on a des témoignages de chercheurs qui sont vraiment intéressants, en fait, qui ont été très bien montés. Seulement, on a eu des dysfonctionnements là-dessus. Et il faut qu'on règle mieux les douches sonores aussi avec des aimants plus forts pour pas qu'elles tombent et que ça les abîme. Enfin, en tout cas, pour l'instant, tout fonctionne, mais euh, non, voilà, sur le travail du son, je peux pas vous en dire beaucoup plus. Il y a un travail qui est peut-être plus fort, plus immersif encore, c'est peut-être le haut de la biodiversité. Et là, on en remet de douches sonores au milieu des passereaux, dans la galerie des oiseaux, pour vous immerger aussi. Voilà, c'est discret, hein, mais ce sont des adaptations qu'on fait depuis la réouverture. En gestion de droit, c'est très très compliqué, les sons. Et ça a été très complexe, ça. Donc, alors il y a une sonothèque, celle du Musée national est gratuite, mais il y en a d'autres qu'on ne pouvait pas trouver ailleurs. Donc, les chercheurs nous envoient sur la personne qui a fait la captation du son. Et c'est avec lui qu'on peut traiter, en fait, pour ensuite pouvoir acquérir les droits pour diffuser le son, quoi. Parce que c'était tout ce qu'on présente, en fait, on a des contrats avec tous les prestataires qui ont fourni des images, des sons, et oui, ou des vidéos, évidemment. Ouais. Voilà, dans un musée comme ici, c'est important de présenter un écosystème local, et c'était ça l'idée aussi, hein. Vous avez un écosystème local et un écosystème global, donc là, vous avez l'écosystème local. Voilà, c'était ça. Faut qu'il y ait l'idée de la proximité aussi. Et on voit que c'est l'espace qui marche mieux, c'est ça qui est intéressant. On n'a encore pas de données de public, mais en tout cas, les retours qu'on a des visiteurs, quand vous interrogez les personnes à la sortie, c'est essentiellement ça qui retiennent, quoi, et c'est important. Ben merci. Merci. Merci beaucoup.